Question 1. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête. Dans la voie 1, réponse A. Dans la voie 2, réponse B. Dans aucune de ces voies, réponse C. Alors ce voyant vient de s'allumer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce voyant? Donc ça signale une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc c'est un voyant de couleur rouge. Donc ça, il faut le savoir par cœur. À partir du moment qu'on a un voyant rouge qui s'allume, il faut s'arrêter. Ça annonce un danger. Donc par contre, on va s'arrêter où? Forcément, il ne faut pas s'arrêter n'importe où, surtout sur ces chaussées, donc voies rapides ou autoroutes. Alors, est-ce que je vais m'arrêter dans la voie numéro 1? Donc c'est une voie de circulation, donc ce serait trop dangereux, forcément, de s'arrêter dans une voie de circulation. La voie numéro 2. Alors, cette voie, est-ce que c'est une voie de circulation normale? Donc non, puisque on a des gros traits épais. Vous voyez, par rapport à ces traits-là, c'est pas les mêmes. Donc là, ça annonce une voie qui est réservée. Donc réservée à qui? Donc ça va être aux véhicules lents. On n'a que ce type de voie sur ces voies rapides ou autoroutes. On aurait pu, si on aurait été en ville, ça aurait pu être une voie réservée aux bus, etc. Mais là non, forcément, sur ces voies-là, on n'a pas de voie réservée aux bus. Alors est-ce que je vais m'arrêter sur cette voie réservée aux véhicules lents? Non plus. Donc je vais plutôt m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence où est arrêté donc ce véhicule. Donc voilà. Donc c'était plutôt dans aucune de ces voies, parce qu'on nous demandait soit la 1, soit la 2. C'est ni la 1 ni la 2. Donc s'arrêter éventuellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc c'était réponse C dans aucune de ces voies. Question 2. Une baisse rapide du niveau du liquide de frein peut être due à une fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être due à l'usure des plaquettes de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le liquide de frein, donc c'est annoncé par ce symbole-là. Alors qu'est-ce que c'est le liquide de frein? C'est ce qui relie la pédale au frein concrètement. Donc quand je vais pousser ma pédale de frein, ça va pousser le liquide qui va serrer du coup les plaquettes de frein contre le disque. Alors donc ce liquide, forcément, il faut qu'il y en ait. Si on n'a plus assez, on n'a plus de frein. Je vais pousser, quand je vais pousser ma pédale, je vais plus rien pousser. Donc je vais pas pousser, je vais pas accéder justement à mes plaquettes de frein. Alors s'il y a une baisse rapide de ce liquide, est-ce que ça peut être dû à une fuite? Donc forcément, si un de mes tuyaux a une fuite, je vais perdre du liquide et ça peut être une baisse rapide. Bien sûr, donc oui. Alors est-ce que ça peut être dû à l'usure des plaquettes de frein? Donc les plaquettes de frein, c'est ce qui va venir serrer le disque pour freiner. Donc ça va s'user, des plaquettes de frein ça s'use, mais ça s'use pas rapidement. Ça s'use tout doucement, forcément dans le temps, heureusement. Donc là on parle bien d'une baisse rapide. Donc non, une baisse rapide, c'est pas dû à l'usure des plaquettes. Donc une baisse au fil du temps, donc bien sûr, mais pas une baisse rapide. Donc bonne réponse A et D. Question 3. Ce conducteur est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que ce conducteur est en infraction? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ce qui saute aux yeux, forcément, c'est sa petite oreillette pour téléphoner. Donc, ce dispositif, maintenant, est interdit.
ce qui est autorisé maintenant uniquement dans les véhicules, c'est le kit main libre, c'est le système Bluetooth, et d'ailleurs on a un micro qui est quelque part au niveau du véhicule, et avec des haut-parleurs, mais au niveau oreille, on n'a rien du tout. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que cette petite oreillette va cacher le bruit extérieur. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui klaxonne, etc., on risque de pas forcément entendre cette information. Donc c'est pour ça que ce système est interdit maintenant. Donc ce conducteur est en infraction? Oui. Bonne réponse A. Question 4. Je continue le dépassement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, est-ce que je continue le dépassement? Donc pour dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, il faut vérifier si j'ai le droit de dépasser. Qu'est-ce qui va nous dire ça? Donc c'est la signalisation, donc c'est-à-dire des panneaux ou éventuellement un marquage au sol. Donc là, on n'a pas de panneau qui nous interdit de dépasser, et le marquage au sol nous autorise à dépasser. Deuxième chose qu'il faut vérifier, si forcément j'ai une bonne visibilité et aucun véhicule arrive en face. Là, le problème, on aperçoit un véhicule blanc, une camionnette, qui arrive en face. Donc forcément, même si ce véhicule roule lentement, puisque c'est un tracteur, je ne vais pas voir forcément, ça va être très dangereux d'entamer le dépassement. Donc forcément, comme il y a quelqu'un qui arrive en face, je ne continue pas mon dépassement. Bonne réponse B. Question 5. Un siège bébé placé à l'avant doit être positionné face à la route, réponse A. Dos à la route, réponse B. L'airbag passager doit être activé, réponse C. Désactivé, réponse D. Alors si je place un siège bébé donc à l'avant de mon véhicule, forcément sur le siège passager, donc il doit être positionné donc dos à la route, c'est-à-dire donc le siège va être ici et le tableau de bord de la voiture, l'avant de la voiture va être de ce côté-là. Pourquoi donc dos à la route? Tous les sièges bébés, qui soient même placés à l'arrière, ça change rien du tout. Donc pourquoi? Parce qu'en cas de choc, le problème d'un bébé, c'est qu'il n'a pas assez de force, de muscle au niveau de son cou pour retenir sa tête. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre dos à la route. En cas de choc à l'avant, en cas de gros freinage, c'est le siège qui va retenir la tête de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il doit être positionné dos à la route, que ce soit du coup, que ce soit à l'avant ou même à l'arrière du véhicule, ça ne change rien. Donc du coup, par contre, si je place à l'avant, l'airbag qui va se trouver ici, passager, bien sûr, doit être désactivé. Par contre, en cas de choc, si l'airbag s'active, vous imaginez, forcément, ça va pousser tout ça. C'est très puissant un airbag, donc c'est vraiment très dangereux, forcément, pour l'enfant. Donc, le siège doit être positionné dos à la route et l'airbag doit être désactivé. Bonne réponse, B et D. Question 6. La vitesse est limitée à 30 km/h si je continue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive donc à une intersection où éventuellement on peut aller tout droit ou tourner à gauche. Et on a ce petit panneau qui nous annonce qu'on arrive dans une zone où la vitesse va être limitée à 30 km/h. Alors qu'est-ce que c'est une zone? C'est un ensemble de rues.
C'est-à-dire donc que j'aille n'importe où, après ce panneau bien sûr, je entre dans la zone. Donc n'importe quelle rue que je vais avoir sera gérée par cette zone, c'est-à-dire donc la vitesse sera limitée à 30 km/h. Jusqu'à que je rencontre le panneau barré fin de zone. Donc bien sûr que je continue tout droit ou que je tourne à gauche, je serai dans la zone limitée à 30 km/h. Donc la vitesse sera bien limitée à 30 en face et à gauche. Donc bonne réponse A et C. Question 7. 80 km/h, c'est parcourir environ 15 mètres par seconde, réponse A. 25 mètres par seconde, réponse B. 35 mètres par seconde, réponse C. 45 mètres par seconde, réponse D. Alors, 80 km/h, donc c'est parcourir environ. Donc là, il fallait bien comprendre ce qu'on nous demandait. Donc là, on nous demande de savoir quelle distance, en termes de mètres, je vais parcourir chaque seconde, c'est-à-dire pendant une seconde. Donc comment faire ce calcul? Donc ça va être assez simple, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Là, 80 km/h, c'est le 8, c'est-à-dire qu'on enlève le 0, qui est tout à gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre? On va le multiplier par 3. Donc 8 fois 3, ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donne ce qu'on parcourt, environ, c'est à peu près, mais ce qu'on parcourt pendant une seconde. Donc à 80 km/h, toutes les secondes, je vais parcourir environ 24 mètres, ce qui nous donne forcément environ 25 mètres par seconde. Donc on peut avoir aussi cette question-là, à 80 km/h, je parcours quelle distance pendant le temps de réaction? Donc c'est exactement la même question, puisque le temps de réaction, je vous rappelle, est d'environ une seconde. Donc voilà, on a exactement la même question. Donc voilà, réponse B, 25 mètres par seconde. Donc on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on multiplie par 3. Donc réponse B. Question 8. Rouler en dessous des limitations de vitesse permet d'être moins stressé, réponse A, d'économiser du carburant, réponse B, de moins observer la circulation, réponse C, de moins polluer, réponse D. Alors si je roule en dessous des limitations de vitesse, c'est-à-dire que je vais rouler forcément moins vite, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet d'être moins stressé? Donc oui, pourquoi? Parce que plus je vais rouler vite, plus les informations vont arriver rapidement et je vais avoir moins de temps à les traiter. Le fait de rouler forcément moins vite, je vais avoir plus de temps à observer les choses, à les analyser, à les traiter. Donc forcément, ma conduite sera moins stressée. C'est pour ça que les jeunes conducteurs doivent rouler forcément moins vite que les conducteurs confirmés, puisque comme ils ne sont pas habitués, ils vont mettre plus de temps à analyser, à traiter les choses par rapport à un conducteur confirmé. Donc c'est pour ça que aussi un conducteur novice va stresser beaucoup plus qu'un conducteur confirmé. Alors ce que ça permet d'économiser du carburant. Donc oui, ce qu'il faut savoir, plus on va rouler vite, plus on va consommer du carburant, puisque là c'est l'air qui va freiner principalement la voiture, et cet air, le frottement à l'air, est plus en plus important, plus on roule vite, donc ce qui va freiner de plus en plus la voiture. Donc si je roule moins vite, forcément je vais économiser du carburant. Est-ce que ça permet de moins observer la circulation? Donc de moins observer la circulation, donc non, on vient de le dire, c'est le contraire. Comme je vais avoir plus de temps, ça va me permettre d'observer plus la circulation. Est-ce que ça va permettre de moins polluer? Donc on vient de le voir, comme on va consommer moins de carburant, forcément on va rejeter moins de polluants, donc on va moins polluer.
donc oui. Donc faites attention à ces questions, c'est assez simple généralement, mais attention entre moins, plus, voilà, lisez bien les questions. Donc les bonnes réponses étaient A, B et D. Question 9. Je peux faire un arrêt le long de ce trottoir? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux faire un arrêt le long de ce trottoir? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bande cyclable. On le voit grâce forcément à la largeur de cette bande et au symbole forcément cycliste. Donc sur une bande cyclable, ça faut le savoir par cœur, donc une voiture n'a pas le droit de circuler dessus et n'a pas le droit non plus bien sûr de s'arrêter ni de stationner, ce qui gênerait forcément la circulation des cyclistes. Donc interdiction bien sûr de s'arrêter, même si c'est pas longtemps, sur une bande cyclable. Donc je peux faire un arrêt? Non. Bonne réponse B. Question 10. Le chargement sur le toit d'une voiture peut dépasser à l'avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut dépasser à l'arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le chargement sur le toit, donc ça faut le savoir aussi par cœur, on a beaucoup de questions là-dessus, donc ne doit pas dépasser l'avant de la voiture. Ça peut dépasser le pare-brise, hein, comme là, mais au niveau du devant de la voiture, ça n'a pas le droit de dépasser à l'avant. Par contre, à l'arrière, comme sur cette photo, ça peut dépasser. Et on a le droit par contre de dépasser jusqu'à 3 mètres, pas au-delà. Donc est-ce que ça peut dépasser à l'avant? Donc non, mais à l'arrière, oui. Bonne réponse, B et C. Question 11. La circulation est à l'arrêt devant moi. Je m'arrête derrière le véhicule? Réponse A. Immédiatement. Réponse B. Donc ici, nous sommes face à une intersection. Et devant nous, donc la circulation est arrêtée. On vous le voit grâce au feu stop de cette voiture d'allumer. Alors, est-ce que je vais m'arrêter où je suis ou je vais avancer jusqu'à derrière cette voiture? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter dans une intersection. Pourquoi? Il faut laisser libre le passage. Vous voyez, par exemple, si un véhicule arrive en face, il souhaite tourner ici, faut laisser libre le passage. Pourquoi je vais bloquer ce véhicule qui souhaite tourner alors que ça n'avance pas devant? Même chose, s'il y a quelqu'un qui sort d'ici, au moins s'il tourne sur sa gauche, il va pouvoir passer. Donc on s'arrête immédiatement. Une fois que la circulation repart, là on va pouvoir s'engager. Donc je m'arrête immédiatement. Réponse B. Question 12. Pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du numéro des maisons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on arrive dans une zone où le stationnement se fera à alternance semi-mensuelle. Alors comment savoir ça? Parce que c'est inscrit 1, 15, 16, 31. Alors, est-ce que je vais devoir tenir compte de la date? Donc oui, pour savoir
où je me situe dans le mois. Est-ce que je me situe dans la première quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 du mois, ou le 16 et le 30 ou 31 du mois. Donc il faut savoir la date. Et il va falloir aussi savoir le numéro des maisons. Donc ça va falloir regarder sur les maisons quel numéro. Alors pourquoi c'est important les numéros? Parce que suivant là, si on est situé au niveau de la date du mois dans la première quinzaine, on va stationner du côté des maisons qui portent le numéro impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc. Si inversement on est compris entre le 16 et le 31 du mois, on va stationner du côté des numéros pairs des maisons, c'est-à-dire 2, 4, 6, etc. Donc là forcément, par exemple sur cette photo, on va pas pouvoir savoir de quel côté on va stationner, même si par exemple on dit qu'on est le 10, donc on est situé entre le 1 et le 15, donc ce sera du côté des numéros impairs, mais ne sachant pas voilà le numéro des maisons, on ne sait pas si on va stationner à gauche et à droite. Donc, par contre, on verrait un 2, un 4, etc. Si on serait dans la première quinzaine, voilà, les véhicules seraient du bon côté, c'est-à-dire de l'autre côté des numéros pairs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut savoir la date, pour savoir dans quelle quinzaine on se trouve, et aussi le numéro des maisons pour savoir de quel côté stationner suivant la quinzaine qu'on est. Donc bonne réponse A et C. Question 13. Pour une bonne efficacité, la ceinture de sécurité doit passer sur le cou, réponse A, la clavicule, réponse B, les os du bassin, réponse C. Alors la ceinture de sécurité doit passer par où? Donc déjà elle doit passer bien sûr par les os du bassin, donc forcément pour bien maintenir. Donc généralement elle s'attache ici, et ensuite elle doit passer par la clavicule et non le cou, parce que sinon donc ça va couper, forcément en cas de choc, ça va couper. Donc bonne réponse, c'était B et C. Question 14. Ce voyant indique une surchauffe du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique le fonctionnement de la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, que indique ce voyant? Donc ce voyant, ça n'indique pas une surchauffe moteur ni le fonctionnement de la climatisation. Alors qu'est-ce que ça indique? Ça indique le fonctionnement du dégivrage ou désembuyage de la vitre arrière. Alors, une surchauffe du moteur, donc ce sera signalé par exemple par rapport à ce symbole-là. Donc soit l'aiguille sera dans la zone rouge et on aura un voyant rouge comme celui-ci qui va s'allumer. C'est ça, surchauffe du moteur. Et le fonctionnement de la climatisation, donc ça c'est plus généralement donc au niveau du boîtier où on actionne le bouton, on actionne la climatisation, c'est un voyant qui s'allume au niveau de ce bouton pour dire que la climatisation est en marche. Donc ni l'un ni l'autre. Donc bonne réponse B et D. Question 15. Ne pas utiliser les clignotants dans un rond-point peut être une cause d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors dans un rond-point, bien sûr, il faut bien utiliser les clignotants et bien les utiliser aussi correctement. Donc bien sûr, les clignotants, ça sert à indiquer aux autres ce qu'on va faire. Donc si jamais on n'indique pas, les autres vont être surpris. Donc c'est là qu'il peut y avoir forcément un accrochage. Et en même temps, si on les utilise mal, donc par exemple ce véhicule met son clignotant à droite, on va croire qu'il va sortir à la prochaine sortie, mais s'il continue tout droit, les véhicules peuvent s'engager, et là il y a accident aussi. Donc c'est pour ça que c'est impératif de bien mettre les clignotants, donc pour avertir les autres et pas les surprendre. Donc oui, ça peut être une cause d'accident. Bonne réponse A. Question 16. Avant de prendre son véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors avant de prendre son véhicule le matin, enfin la première fois, donc il faut mieux faire le tour de son véhicule. Alors en quoi consiste ce petit tour? Voir s'il n'y a pas des anomalies donc qu'on n'aurait pas vu par exemple la veille ou juste avant de partir avant. Donc par exemple un pneu peut être dégonflé, on peut avoir une crevaison. Voilà, donc faire le tour, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière sur la voiture. Donc avant de démarrer. Donc il est préférable bien sûr, parce que par exemple si on part la voiture puis on a un pneu qui est dégonflé, ça peut être forcément très embêtant. Par exemple au niveau de la tenue de route, hein, ce qui peut causer un accident. Donc oui, un petit tour avant de prendre son véhicule, c'est préférable. Bonne réponse A. Question 17. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Donc avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser. Forcément, si on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Alors qu'est-ce qui nous donne le droit ou pas de dépasser? Donc c'est la signalisation. Donc c'est soit des panneaux, là en l'occurrence on n'a aucun panneau, ou le marquage au sol. Donc forcément c'est la ligne centrale qui va nous dire si oui ou non on a le droit de dépasser. Et là on a des pointillés, donc on a le droit de dépasser. Deuxième chose donc à vérifier, donc si j'ai une bonne visibilité vers l'avant. Donc là on voit apparemment qu'il n'y a personne qui arrive en face, hein. Mais est-ce que je peux suivre ce véhicule? Donc quand on est en double sens de circulation, ce qui est le cas ici puisque là on a des pointillés, je vous rappelle si on sera en sens unique on aurait une ligne blanche continue ici. Donc comme on est en double sens de circulation, il ne faut jamais suivre, se mettre derrière un véhicule qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se trouve derrière ce véhicule, on ne voit pas ce qui se passe devant. Donc là, à travers les véhicules, je vois qu'il n'y a personne, mais au moment où je me mets à dépasser, on a un véhicule qui peut surgir en face. Donc ce véhicule a sûrement le temps pour dépasser, mais si moi je me mets derrière, je ne pourrai pas juger si j'ai toujours le temps ou pas. Donc forcément c'est beaucoup trop dangereux. Donc avant d'effectuer un dépassement, je vais attendre que ce véhicule ait fini le sien pour avoir vraiment la vision libre sur cette voie. Donc jamais suivre en double sens de circulation un véhicule qui dépasse. Donc bonne réponse B. Question 18. Dans cette situation, je dépasse, réponse A, je patiente, réponse B, je klaxonne, réponse C.
Donc là, nous nous trouvons juste derrière donc, les éboueurs donc, pour le ramassage des poubelles. Donc forcément, donc, ils vont mettre un petit temps donc, pour ramasser justement ces poubelles. Alors qu'est-ce que je fais dans cette situation? Alors c'est vrai que dans ces situations, on est tenté de dépasser. Là, le problème du dépassement, c'est que on a une très mauvaise visibilité. Si jamais on s'engage ici, dans le virage, au même moment où il y a un véhicule qui surgit, forcément, ça peut être très dangereux. Donc là, dans cette situation, on ne dépasse pas. Est-ce que je klaxonne? Donc non, hein, ils font leur travail, voilà, ils nous gênent, ok, mais ils font leur travail. De toute façon, ils vont pas être très longs à enlever ces poubelles. Donc là, la meilleure solution, c'est de patienter. Ça va durer 20-30 secondes, pas plus. Donc il faut mieux perdre 20-30 secondes que forcément causer un accident. Et voilà, ça sert à rien de klaxonner, ils vont pas aller plus vite pour autant. Hein. Donc dans cette situation, je patiente, et si plus loin j'aurai une bonne visibilité pour dépasser, là j'effectuerai mon dépassement. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. Donc je patiente tranquillement. Bonne réponse B. Question 19. Le mélange alcool et médicaments augmente les risques au volant? Réponse A. Diminue le temps de réaction? Réponse B. Améliore les réflexes? Réponse C. Alors le mélange alcool et médicaments, donc forcément ça multiplie les risques d'accident, bien sûr. Donc faut jamais aller. Donc ça augmente considérablement les effets de l'alcool et les médicaments. Hein. C'est un mélange explosif malheureusement. Donc ça augmente bien sûr les risques d'accident au volant. Hein. Alors est-ce que ça diminue le temps de réaction? Alors attention toujours à ces questions entre les termes augmente et diminue. Hein. Généralement on sait la réponse, mais si on répond trop vite, on risque de comprendre la question à l'envers. Donc là, on augmente bien le risque d'accident. Donc on va mettre, il y a plus de risques. Hein. Est-ce que le temps de réaction, il va diminuer? Donc non, c'est le contraire. Ça va augmenter le temps de réaction. Je vais mettre plus de temps à réagir. C'est pas parce que je prends de l'alcool ou des médicaments que je vais mettre moins de temps à réagir. Le temps de réaction va augmenter. Hein. Donc diminue, non. Est-ce que ça améliore les réflexes? Non plus. Donc là, il n'y avait qu'une bonne réponse, c'était la A, ça augmente les risques au volant. Donc bonne réponse A. Question 20. En période probatoire, j'ai 8 points sur mon permis. Je dois faire un stage de sensibilisation. Si je perds en une infraction, 2 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. Alors, en période probatoire, donc qu'est-ce que ça veut dire? Période probatoire, ça veut dire qu'on est jeune conducteur, jeune permis. Donc, j'ai 8 points sur mon permis. Donc là, c'est au bout d'un an, je vous rappelle, hein, si on commet aucune infraction, on récupère 2 points si on est dans la formule traditionnelle. Donc j'ai 8 points sur mon permis. Est-ce que je suis obligé de faire un stage si en une infraction, je perds combien de points? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est jeune permis, en période probatoire, si en une infraction, je perds 3 points ou plus, je suis obligé d'effectuer un stage. En dessous, c'est mon bon vouloir. Hein. Mais 3 points ou plus en une infraction, on est obligé d'effectuer un stage. Donc 2 points, je ne suis pas obligé, hein, parce que je dois faire un stage, donc c'est une obligation. À 4 points, forcément, je suis supérieur à 3 points, donc je suis obligé d'effectuer un stage. Et 6 points aussi. Donc je vous rappelle, hein, sinon ce stage permet de récupérer 4 points. Donc bonne réponse B et C.
Question 21. La caméra de recul permet de ne pas utiliser les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de ne pas regarder derrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors la caméra de recul, donc ce qu'il faut savoir, c'est une aide. Mais le problème, est-ce qu'on voit tout ce qui se passe avec une caméra de recul? Donc non, on a juste un champ visuel qui est quand même bien sûr assez large, mais on ne voit pas tout ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que une caméra de recul, donc ça ne dispense pas de regarder les rétros, il faut quand même regarder les rétros, et vérifier aussi en se retournant derrière. Donc voilà, il faut quand même être vigilant. Une caméra, l'écran peut tout d'un coup aussi se figer. Du coup, s'il y a quelqu'un qui passe derrière, je vais pas le voir. Voilà, il peut y avoir un dysfonctionnement. Donc c'est une aide, mais c'est pas ça qui va empêcher le regard propre du conducteur. Donc est-ce que ça permet de ne pas utiliser les rétroviseurs? Donc non. Et est-ce que ça permet de ne pas regarder derrière? Non plus. Il faut être vigilant par soi-même. Donc bonne réponse B et D. Question 22. Étant jeune conducteur sur autoroute, ma vitesse est limitée à 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors sur autoroute, donc les conducteurs confirmés, eux sont limités à 130 km/h. Par contre, donc étant jeune conducteur, c'est en fait les mêmes limitations quand il pleut, limitation de pluie. Donc sur autoroute, c'est 110 km/h pour les jeunes conducteurs. 100 km/h, donc c'est réservé donc la vitesse sur voie rapide, sur route à accès réglementé, au lieu de 110 pour les autres. Mais là sur autoroute, jeune conducteur, c'est 110. Bonne réponse, C. Question 23. Le principal facteur d'accident chez les 18-24 ans est la vitesse, réponse A, l'alcool, réponse B, la fatigue, réponse C, le mauvais entretien du véhicule, réponse D. Alors attention à ces questions-là, généralement c'est assez facile, mais entre guillemets il y a un petit piège. Donc attention, on nous demande le principal facteur. Donc c'est pas les principaux facteurs. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une réponse possible. On nous demande de choisir parmi les quatre quel est le facteur le plus important. Donc déjà ceux qui ont mis plusieurs réponses, forcément c'est faux puisqu'il faut choisir. Et donc c'est chez les 18-24 ans, donc c'est l'alcool malheureusement qui est le premier facteur d'accident. Donc bonne réponse B. Question 24. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux dépasser? Donc avant d'effectuer un dépassement, il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser.
Qu'est-ce qui va nous autoriser ou non à dépasser? Donc c'est la signalisation, c'est-à-dire donc soit des panneaux ou le marquage au sol. Donc là, aucun panneau m'interdit le dépassement. Par contre, le marquage au sol ici, c'est une ligne blanche continue, même si elle est un petit peu coupée ici. Alors des fois, les lignes blanches sont coupées pour les entrées de parking ou de maison. C'est pour ça qu'elles sont coupées. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dépasser. Donc ligne blanche continue, c'est interdit de dépasser, donc je ne dépasse pas. Réponse B. Question 25. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Alors ici, le feu est à l'orange clignotant tout en bas. Donc c'est un feu qui est temporaire. Donc cet orange clignotant tout en bas donc signale comme un feu normal, donc c'est-à-dire à cet emplacement il est généralement au vert. Donc ça signale qu'on peut s'engager. Alors quelle est quand même la différence avec un feu vert traditionnel? C'est que là, orange clignotant, on peut passer mais en faisant attention. Donc il faut être vigilant, notamment donc aux ouvriers sur le chantier. Donc bonne réponse, je passe. C'est comme un feu vert. Question 26. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 50 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. Alors ici on arrive à un panneau qui nous annonce une sortie d'agglomération. Donc avant ce panneau, la vitesse, on était en ville, donc la vitesse était limitée à 50 km/h. Et après ce panneau, donc on n'est plus en agglomération. Alors on a qu'un panneau qui nous dit qu'il y a une limitation spécifique après ce panneau. Donc on applique la règle générale. Et la règle générale, donc hors agglomération, en double sens, hein, c'est 80 km/h. Donc avant le panneau c'était 50, puisqu'on était en ville, et hors agglomération, c'est limité à 80 km/h. Donc bonne réponse C. Question 27. En conduisant, on peut éprouver une fatigue nerveuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fatigue visuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors quand on conduit, donc qu'est-ce qui travaille? Donc forcément, on a le cerveau, on n'arrête pas d'analyser, de prendre des décisions, etc. Donc oui, hein, c'est très dur, c'est très éprouvant pour le cerveau, c'est pour ça qu'il faut faire des pauses régulières. Pas forcément que ce soit physique, hein, mais voilà, mental. Il faut se reposer pour pouvoir être toujours concentré. Donc oui, une fatigue nerveuse, et aussi bien sûr une fatigue visuelle, puisque on a besoin forcément des yeux pour voir ce qui se passe devant nous, et c'est par rapport à ce qui se passe devant nous qu'on va ensuite analyser et prendre les bonnes décisions. Donc bien sûr, que ce soit le cerveau ou les yeux, forcément, on a une fatigue au niveau des deux. Donc bonne réponse A et C. Question 28. Dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si besoin, je peux retirer le casque d'un motard. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, est-ce que dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé? Donc, en règle générale, on ne déplace pas un blessé. Pourquoi? Parce que on peut aggraver son cas. Donc, il faut mieux ne pas y toucher. Il faut laisser ça au secours. Sauf qu'il y a certains cas où on va être obligé de le déplacer s'il y a un réel danger immédiat, c'est-à-dire que le danger est tout de suite. Donc par exemple, si une voiture prend feu, forcément il faut mieux que je sorte la personne, par exemple, du véhicule. Ou si jamais donc la voiture est en train par exemple de s'enfoncer dans l'eau, là forcément aussi il faut mieux retirer la personne. Donc dans tous les cas, il est interdit de déplacer un blessé, donc dans tous les cas, non. Il y a certains cas où on va être obligé. Alors si besoin, est-ce que je peux retirer le casque d'un motard? Donc surtout pas. On ne retire jamais le casque d'un motard. Ça, on laisse ça pareil au secours. Jamais, jamais, jamais. Donc bonne réponse B et D. Question 29. Le risque est présent en 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque est présent en 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en situation numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un car, un bus qui est stationné, et on a juste après un passage pour piétons. Donc on a les mêmes cas dans les deux photos, sauf qu'ici la différence c'est qu'ici on a des piétons qui sont visibles, qui veulent traverser. Donc est-ce qu'il y a déjà un risque présent en 2? Donc forcément on le voit, ce risque. Donc les piétons risquent de traverser, donc oui, le risque est présent en zone 2. Alors est-ce qu'il est présent aussi en zone 1? Alors là je dirais donc en 1, le risque est plus important. Pourquoi? Parce que en 2, on a un passage pour piétons et on aperçoit les piétons. Donc est-ce qu'on va être surpris? Non, aucun souci, on va se mettre à freiner et on va laisser passer tranquillement ces piétons. Que là, le risque est plus important puisque on ne voit pas s'il y a un piéton qui surgit ou pas. Donc il peut surgir forcément au dernier moment et là on risque d'être surpris. Et quand on est surpris, forcément, le danger est plus important que lorsqu'on a anticipé la situation. Donc là, c'est pas parce qu'on ne voit pas de piétons qu'il n'y a aucun risque. On peut avoir un piéton qui surgit juste après le car, et on peut avoir un piéton aussi qui surgit derrière cette camionnette. Donc voilà, donc faut faire attention surtout aux endroits qui ne sont pas visibles, c'est là que ça peut cacher quelqu'un forcément. Donc même dans la situation 1, on a un risque bien sûr. Donc bonne réponse A et C. Question 30. Je reprends immédiatement la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous nous trouvons donc sur voie rapide ou autoroute avec 3 voies de circulation. Une première, une deuxième et une troisième. Donc nous nous trouvons dans la deuxième voie. Donc le code de la route stipule qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc on a le droit de rouler dans ces deux voies-là, mais à condition d'effectuer un dépassement. Ce qui n'est pas mon cas, on peut apercevoir dans le rétro que pour l'instant je ne dépasse aucun véhicule. Donc il va falloir que je me replace dans la voie à droite. Par contre, est-ce que je le fais immédiatement? Donc là le souci c'est qu'on arrive donc à une entrée d'autoroute. Donc ces personnes souhaitent s'insérer sur l'autoroute. On le voit grâce au clignotant, à cette voie d'insertion et le céder le passage.
Donc le problème, si je me rabatte tout de suite, je vais gêner ces conducteurs qui souhaitent s'insérer sur l'autoroute. Donc forcément, par courtoisie, je ne vais pas me rabattre tout de suite. Je vais d'abord éventuellement les dépasser si je roule plus vite, et ensuite me rabattre après eux. Donc je me rabats immédiatement, donc non, à cause de ces véhicules qui souhaitent s'engager. Donc bonne réponse B. Question 31. La prise de cannabis réduit le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la prise de risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, donc tout ce qui est drogue, donc comme par exemple le cannabis, est-ce que ça réduit le temps de réaction? Alors toujours attention à ces questions, généralement elles sont assez faciles, mais attention de bien lire, de bien comprendre la question. Donc si je prends du cannabis, est-ce que je vais mettre plus de temps à réagir ou moins de temps à réagir? Donc je vais mettre plus de temps à réagir. Au lieu d'une seconde, je vais plutôt mettre, on va dire, 1 seconde, 5. Donc mon temps de réaction, il va s'allonger. Je vais mettre plus de temps à réagir. Donc il va augmenter le temps, il ne va pas réduire. Donc voilà, attention de bien comprendre la question. Donc non, bonne réponse B. Est-ce que ça augmente la prise de risque? Donc oui, on se sent plus fort, on voit moins les risques, donc on va augmenter la prise de risque. Donc bonne réponse B et C. Question 32. Je tourne à gauche en cédant le passage en face? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons à une intersection gérée par des feux tricolores. Alors, par contre, la particularité de ces feux tricolores, ce sont des flèches, ce ne sont pas des ronds. Donc c'est-à-dire que les flèches, il faut regarder forcément la flèche par rapport à notre direction. Donc nous trouvons dans la voie pour tourner à gauche, donc forcément il faut tenir compte de la flèche à gauche. Ceux qui vont tout droit vont tenir compte de la flèche qui va forcément tout droit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une flèche verte pour tourner, que ce soit à gauche ou à droite, donc comme la flèche est verte, on passe sans céder le passage. Autrement dit, ceux qui arrivent en face ont forcément le feu rouge. Forcément, ils ne vont pas passer. Donc en fait, ceux qui arrivent en face ont exactement les mêmes feux que nous. C'est-à-dire ceux qui vont en face ont le feu rouge, ils ne peuvent pas passer. Par contre, ceux qui tournent à gauche, à leur gauche, peuvent passer. Donc on va se passer l'un devant l'autre. Donc ici, je tourne à gauche en cédant le passage en face, donc non. Bonne réponse B. Question 33. Dans ces conditions, je peux utiliser les feux de brouillard avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici, il neige, donc quand il neige, bien sûr, il faut utiliser les feux de brouillard. Donc pour pouvoir être plus visible de loin, donc par rapport aux feux de brouillard arrière et les feux de brouillard à l'avant, ça permet de mieux éclairer la route, surtout le bas de la route. Alors pourquoi on peut utiliser les feux de brouillard
Donc quand il y a une chute de neige, hein, attention, voyez, c'est seulement quand il y a une chute de neige. Si on a simplement de la neige sur la route, on n'a pas le droit de les utiliser. Alors pourquoi lors des chutes de neige? Parce que au loin ça fait un peu comme un brouillard, on voit pas trop ce qui se passe si on a de fortes chutes de neige. Donc quand voilà, il tombe de la neige, je peux utiliser les feux avant et arrière de brouillard. Alors pour vous rappeler quand utiliser ces feux de brouillard, par exemple à l'avant, le petit point de repère, on a la banque BNP. Donc B pour brouillard, N pour neige, P pour pluie. Il faut penser à rajouter la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Pour les feux de brouillard arrière, on a les gâteaux BN. Donc B pour brouillard, N pour neige. Donc si vous vous rappelez de ça, forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc à l'avant, la banque BNP, à l'arrière, les petits gâteaux BN. Donc bonne réponse A et C. Question 34. L'étiquette énergie informe de la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des émissions de CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc l'étiquette énergie, donc elle est affichée à côté des véhicules neufs, hein, pas sur les véhicules occasion, mais les véhicules neufs. Alors est-ce que ça informe de la consommation de carburant? Donc oui, c'est affiché ici. Donc ce véhicule, par exemple, consomme 4,6 litres tous les 100 km. Est-ce que ça informe aussi sur les émissions de CO2? Je vous rappelle, c'est la pollution. Donc oui, vous voyez, c'est affiché ici. Donc là, ce véhicule rejette 109 grammes de CO2 tous les kilomètres. Et on a donc la petite lettre pour dire donc si on est dans le vert ou dans le rouge. Donc oui, dans les deux cas. Bonne réponse A et C. Question 35. Pour cette intersection, je peux klaxonner, réponse A, ralentir, réponse B, faire un appel lumineux, réponse C. Alors nous arrivons à une intersection, donc de nuit, hein, ça c'est important. Et à cette intersection, donc on n'est pas prioritaire, parce qu'on n'a pas de stop ni de céder le passage pour les autres, donc c'est une priorité à droite. Donc déjà au niveau de l'allure, bien sûr, il va falloir ralentir. Alors sinon, klaxonner. Klaxonner, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait éventuellement signaler notre présence, dire attention, on est là. Mais on est en ville, et aussi la nuit, le klaxon est interdit. Par contre, je peux faire un appel lumineux, un appel de phare. Donc ça va faire un sorte d'éclair, et si un véhicule qui arrive à droite va voir justement notre appel de phare, va savoir qu'on est là. Donc je peux effectuer un appel lumineux. Alors je vous rappelle, je peux, hein, c'est pas une obligation. Par contre, là on a l'obligation de ralentir puisqu'on doit céder le passage. Donc bonne réponse B et C. Question 36. Durant la période probatoire, je dois suivre un stage de sécurité routière si je commets une infraction entraînant une perte de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Alors, durant la période probatoire, donc ça veut dire qu'on est jeune permis, on a encore le A. Donc attention, je dois suivre un stage. Donc est-ce que je suis
obligé. Alors petit rappel, hein, quand on n'est pas jeune permis, on n'a aucune obligation d'effectuer un stage. Il me reste un point sur le permis. Si j'ai pas envie de faire de stage pour récupérer des points, je n'en fais pas. Par contre, quand on est en période probatoire, donc on a une règle, si on perd donc en une infraction, c'est-à-dire en un seul coup, donc si on perd 3 points ou plus, on est obligé d'effectuer un stage de sécurité routière, qui permet forcément de récupérer au maximum 4 points. Donc si je perds 1 point ou 2 points en une infraction, donc pas de souci, je ne suis pas obligé d'effectuer le stage. Par contre, je perds 3 points et 4 points en une infraction, je suis obligé d'effectuer le stage. Donc bonne réponse, C et D. Question 37. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous circulons sur une chaussée à 3 voies de circulation, donc 2 voies pour nous et une voie pour les autres. Alors comment on sait qu'on n'a que 2 voies pour nous? Parce qu'on est protégé par la ligne blanche continue. Alors avant d'effectuer un dépassement, il faut vérifier déjà si on a le droit. Donc là on a une ligne discontinue qui nous donne le droit de dépasser, aucun panneau nous interdit de dépasser, donc on a le droit. Ensuite, on peut voir qu'on a un véhicule qui se trouve derrière nous. Alors il se trouve bien justement derrière nous. Il n'est pas en train de nous dépasser dans l'autre voie, dans la voie du milieu. Donc pas de souci par rapport à ce véhicule, il n'a pas mis de clignotant, pas de problème. Ensuite, le souci qu'on pourrait avoir, c'est qu'on n'a pas une bonne visibilité. Mais comme un véhicule qui arrive en face n'a pas le droit de dépasser, il n'a pas le droit d'emprunter cette voie centrale, donc je peux m'engager sans crainte dans cette voie centrale puisque personne peut arriver en face dans cette voie. Donc bien sûr, je peux dépasser. Donc bonne réponse A. Question 38. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Donc là nous arrivons à un croisement assez difficile à cause qu'on a des véhicules en stationnement. Donc est-ce que je m'engage ou je m'arrête? Donc là le problème, on a un véhicule, est-ce qu'on a la place nous de passer ici? Ça va être très juste, hein. Et de toute façon, même si ça passait, le problème, on n'est pas prioritaire, c'est-à-dire comme on a les obstacles, on doit céder le passage, on ne doit pas gêner ceux qui arrivent en sens inverse. Donc ne pas gêner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à cause de nous, ces véhicules soient obligés de ralentir. Donc même si jamais on avait la place, ces véhicules seraient obligés de ralentir pour faciliter le croisement. Donc voilà, donc déjà on n'a pas la place, mais même si c'était le cas, il ne faut pas gêner ceux qui arrivent en face. Donc ici bien sûr, je m'arrête. Bonne réponse B. Question 39. Le conducteur prend énormément de risques en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C, en D, réponse D. Alors les 4 images donc portent sur des conducteurs qui, avec leurs mains, manipulent quelque chose. Alors forcément, donc quand on conduit, il faut mieux avoir les 2 mains sur le volant. Pourquoi? Parce que au cas où, voilà,
il se passe quelque chose sur la route, un pneu peut éclater, une bosse, un trou, voilà, il faut toujours avoir les deux mains sur le volant pour bien maîtriser le véhicule au cas où. Donc forcément, si on mange, on n'a qu'une main sur le volant. Si jamais il faut rattraper le volant, donc en urgence, forcément cette main n'est pas libre. Même chose aussi, on est en train d'allumer une cigarette, cette main non plus n'est pas libre. Même chose aussi quand on boit, pareil, cette main droite n'est pas libre. Par contre, quand on manipule voilà, des boutons de la radio, donc cette main est libre. On appuie juste sur un bouton. Si jamais il faut reprendre le volant tout de suite à deux mains, c'est faisable. Hein. C'est comme pour changer une vitesse, c'est exactement le même principe. Je change ma vitesse, s'il faut tout d'un coup je rattrape mon volant avec mon autre main, elle est libre. Hein. Donc forcément le conducteur prend énormément de risques, donc dans la A, la B et la D, puisque il a l'une de ses mains qui n'est pas libre. Donc bonne réponse A, B et D. Question 40. Je dois circuler avec les feux de croisement, réponse A, route, réponse B, brouillard avant, réponse C. Donc là nous circulons de nuit, donc forcément de nuit il faut utiliser des feux pour éclairer, voir où on va et aussi être vu des autres. Alors les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Donc la nuit, on les utilise uniquement quand la chaussée est éclairée, ce qui n'est pas le cas. Donc inversement, forcément les feux de route, on les utilise quand la chaussée n'est pas éclairée. Je vous rappelle les feux de route, ce qu'on appelle les pleins phares, c'est les feux qui éclairent le plus loin possible, forcément pour y voir très loin. Donc c'est mieux forcément quand ce n'est pas éclairé. Donc feux de route, les feux de brouillard à l'avant, donc on les utilise uniquement par temps de brouillard, de neige, de pluie, et la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Alors est-ce que cette route est étroite et sinueuse? Donc on voit bien qu'elle est très large, donc elle n'est pas étroite, et sinueuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de virages. là elle est bien droite, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de brouillard à l'avant. Donc là on a le droit qu'aux feux de route. Bonne réponse B.